Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on va commencer par une petite brève introduction, hein, vu le temps. Donc j'ai été obligée de vous résumer un peu mon introduction. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les supports de cours, de TD, les corrigés, vous allez les trouver sur la plateforme Moodle. Je pense que vous l'avez déjà utilisé cette plateforme-là. campusvirtuel.ishb.dz. D'accord? Donc, normalement, l'année passée, vous l'avez utilisé. Alors, vous avez cours logique mathématique L2A4. Alors, il y a d'autres cours de logique mathématique. L'enseignante, c'est Madame Belala. Moi, c'est Madame Mazous. On a préféré séparer entre les sections. C'est les mêmes supports de cours plus ou moins, hein, donc peut-être, et l'information, le contenu est le même, hein, peut-être pas présenté de la même manière, mais on travaille sur les mêmes séries et tout. En tout cas, les A4, on travaille de la même manière. Donc, alors, ce que je vous conseille, moi, de faire, hein, c'est un conseil que je vous donne, c'est que même en suivant le cours en ligne, je vous conseille de prendre des notes au fur et à mesure pour mieux comprendre. Hein, donc, surtout les choses que vous n'aurez pas à comprendre, vous les notez et puis vous allez revoir. Et après, si ça ne va pas, vous proposez des questions. Donc là, je vous donne mon email auquel vous pouvez m'envoyer vos questions. Mais auparavant, ça serait bien aussi de discuter entre vous. Donc, je vais créer un forum sur la plateforme. Donc, dans un premier temps, vous allez poser vos questions sur la plateforme Moodle et les étudiants vont essayer de répondre. Donc, vous allez essayer d'animer ce forum-là et moi, j'interviendrai à ce moment-là. D'accord? Voilà, c'est comme ça que je souhaite qu'on travaille. Voilà. C'est clair que c'est pas évident, hein, cet enseignement en ligne. On n'est pas habitué. Donc, on travaille dans le tas. On n'a pas encore les outils qu'il faut. Hein, donc, mais il faut s'accrocher. Moi, je pense qu'il faut s'accrocher. Ça ira, Inch'Allah. Donc, alors, maintenant, Madame, oui, pour Moodle, كاين des étudiants اللي ما يعرفوش يتيليزيوها. il va apprendre, modèle. C'est pas sorcier. Est-ce que D'accord. c'est possible est-ce que c'est possible تبعتي لي les cours et les séries TD في mail باش نقدر نوصلهم كامل les étudiants sans exception. Enfin, je peux leur envoyer, mais moi, je leur conseille. Vous êtes des étudiants, vous devez apprendre. Une plateforme, c'est pas sorcier. Ça va pas demander beaucoup de temps. Ils auront une liberté d'accès à tout moment. Donc, c'est pas comme. Mais je peux vous envoyer, ça, pas de souci. Mais moi, je préfère que vous D'accord. utilisiez la plateforme. Hein, donc, s'il Oui, y a madame. des étudiants qui ont des petits soucis, enfin, je ne sais pas. Mais le fait de me dire qu'ils ne savent pas utiliser les plateformes, moi, pour moi, c'est pas vraiment une raison valable. Oui. C'est ça. Me dire peut-être qu'ils ont des problèmes de connexion, ceci, cela. Oui, parce que l'année passée كاين اللي كانوا يسقسيونا كيفاش نوتيليزيو موديل ما على بالهمش ميم با سي كوا كيفاش يدخلوا له دونك جو سي با بالك نزيدو نلقاو هاد البروبليم هنا. Eh bien, il faut leur demander de s'y mettre. Il est toujours temps de s'y mettre. On découvre, nous aussi, on ne connaissait pas WebEx, on s'est mis à WebEx, on est en train de découvrir d'autres plateformes. Donc, Moodle, je ne connaissais pas, mais je me suis mise à Moodle. Il faut, hein, enfin, je vais vous envoyer dans un premier temps, mais il faudrait les encourager à utiliser la plateforme. D'accord? D'accord, madame. Voilà. Merci. Et pour l'accès, Donc, c'est sans mot de passe, madame. j'ai pas mis de mot de passe, oui. Sans mot de D'accord, ouais. passe. Comme ça, Désolé. même les étudiants des autres sections peuvent consulter. Donc, j'ai pas de. Alors, donc on va commencer avec l'introduction à la logique. Alors, ce cours-là, vous voyez qu'il y a le nom de Madame Akli, c'est avec laquelle je travaillais de manière étroite des cours, donc on avait exactement les mêmes cours. Alors, cette année, elle n'est pas avec nous, malheureusement, mais pas grave. Alors, pour notre introduction, on a un petit plan tout de même si c'est une introduction, on a un petit plan à suivre. Dans un premier temps, je vais présenter brièvement c'est quoi un raisonnement logique. Et puis, on présentera le système formel logique. Quels sont les éléments pertinents qu'on doit avoir dans un système formel logique pour pouvoir parler, faire du raisonnement, faire certaines choses. Hein, c'est pas, on va pas faire du raisonnement, mais on va faire certaines choses. Et puis, dans une troisième étape, on présentera les principes de la logique sur laquelle on va travailler. C'est la logique classique, il y a d'autres logiques. Et en dernier, je citerai quelques applications de la logique.
Alors, vous pouvez vous poser vos questions au fur et à mesure, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de, faut pas hésiter, hein. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Alors, là, je vais vous donner quelques exemples, tout simples. Vous allez juste me dire, est-ce que ces raisonnements-là vous semblent corrects? Le premier exemple, alors vous avez s'il pleut, alors le sol est mouillé. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, elle dit il pleut. Donc, alors on conclut que le sol est mouillé. Est-ce que ce raisonnement-là vous paraît correct? Oui, madame. Oui, donc il est très simple. Pareil, madame, pareil. C'est un raisonnement très basique, donc il paraît logique et correct. Alors, je vais Oui. prendre une autre raisonnement. Si le candidat maîtrise l'anglais, alors il est embauché. Ça, c'est ma première phrase. La deuxième phrase dit, c'est une affirmation, hein. La deuxième, c'est une affirmation. Donc, le candidat maîtrise l'anglais. On conclut, donc, il est embauché. Est-ce qu'elle est correcte? Oui, toujours. Correct aussi. Toujours, elle est correcte, effectivement. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux raisonnements, ils ont la même structure. Vous voyez une similarité entre les deux premières phrases. Il y a un si alors. Après, il y a une affirmation. Dans la première, on affirme qu'il pleut. Dans la deuxième, on affirme que le candidat maîtrise l'anglais. Et on déduit la conséquence de la première phrase, si cause alors conséquence. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, le fait qu'on remarque qu'on a la même structure, ce qu'on va faire, on va essayer de symboliser ce raisonnement-là. Donc, les phrases telles que il pleut ou le candidat maîtrise l'anglais, c'est des phrases qu'on peut remplacer, substituables. On va dire que c'est des phrases substituables. On va les remplacer par des symboles. D'accord? Donc, les phrases, les propositions substituables telles que il pleut, le sol est mouillé, pardon, on va les remplacer par des symboles. Donc, on va utiliser les symboles PQ, etc. Par contre, les mots de liaison, le si, alors, le donc. Donc là, ici, j'ai pas mis le et, mais là, il y a la première phrase, il y a la deuxième phrase. Donc là, c'est quelque sorte, il y a un connecteur qui n'apparaît pas. Mais on va essayer de représenter tout ça de manière symbolique, dans un premier temps. Donc, les mots de liaison, le si, alors, le et, le ou, le car, ils ont un rôle très, très important dans ce genre de raisonnement. Ils permettent de lier les phrases entre elles et en logique, on les appelle les connecteurs. Alors, je reprends toujours le premier raisonnement et on va essayer de le symboliser avec les symboles. Donc, il pleut, je vais le représenter par le symbole P et le sol est mouillé par le symbole Q. Donc, si P alors Q, j'obtiens si P alors Q. La deuxième phrase, ça va être P. Alors, ces deux expressions, si on veut dire, ces deux expressions, représentent nos hypothèses dans le raisonnement. C'est-à-dire, si j'ai la première expression et si j'ai la deuxième expression, hein, donc ça, on les appelle des hypothèses aux prémices, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire une troisième expression qui est Q. Donc, on déduit Q. Alors, Q ici, on l'appelle conclusion. Donc, dans un raisonnement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des hypothèses aux prémices. On les appelle prémices. Généralement, on préfère utiliser le terme prémisse. C'est un choix. Hein. Et on retrouve la conclusion. C'est ce qu'on veut. C'est le raisonnement auquel on aboutit. Donc, hypothèse, conclusion. Ce qu'il faudrait retenir de tout ça, c'est que ce raisonnement-là, il est correct, quel que soit le sens des symboles P et Q. C'est comme si vous avez un moule et ce moule-là vous donnera toujours quelque chose qui est correct. Et ça, c'est une force majeure de la logique. On verra après qu'on pourra dire que tel raisonnement est correct en se basant juste sur la syntaxe, l'aspect syntaxique. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder la syntaxe, mais on va manipuler des symboles via des règles adéquates. Hein. Donc, ce raisonnement-là, il est correct indépendamment des symboles P et Q. Et là, ce qu'on est en train de voir ici, c'est une règle de raisonnement très, très connue, une règle de raisonnement qu'on appelle le modus ponens. Hein, c'est la règle de raisonnement très utilisée, surtout en intelligence artificielle, et on l'appelle le modus ponens. J'aurais dû désactiver quelque chose là. Maintenant, on va prendre d'autres exemples, juste pour voir un peu que ça peut changer. Hein.
Donc là, c'est toujours dans le même esprit. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Le sol n'est pas mouillé, donc il ne pleut pas. Est-ce que c'est la même structure de la phrase? Oui, madame. Oui, c'est pareil. Hein? C'est pareil. C'est pareil. Pareil. Pas exactement. Oui. La deuxième, c'est la négation de... Voilà, donc en logique, on fait attention à ce genre de détails. Là, il y a une négation dans la deuxième phrase. Le sol n'est pas mouillé. Et dans la conclusion, il y a aussi une négation. Donc, c'est pas exactement la même structure de la phrase. Alors, si on va symboliser cette phrase-là, ce raisonnement, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans la première, c'est la même. Vous allez avoir si P Oui, alors qui... Q. Dans la Oui. deuxième, vous allez avoir, Non Q, donc P. voilà, Donc voilà, non P. voilà, non Q, donc non P. Donc, voici ce qu'on va avoir. Si P alors Q, non Q, donc non P. Ça, c'est un raisonnement classique. Vous avez l'habitude, vous l'utilisez en mathématiques. En algèbre, oui. Oui, c'est quoi comme raisonnement? Comment on l'appelle? C'est une application. Contrapose. La Euh, contraposée. On oui. l'appelle la contraposée. D'accord, d'accord. Donc, même en logique, on l'appelle, c'est la contraposée, mais aussi il a un nom un peu spécifique, on l'appelle le modus tollens. D'accord? Il y a le modus ponens et il y a le modus tollens. D'accord? Donc, ça, c'est un raisonnement assez classique. Maintenant, je prends un quatrième raisonnement. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Le sol est mouillé, donc il pleut. Est-ce que c'est la même structure? C'est l'équivalent, c'est-à-dire. Équivalent? Euh, Pas d'équivalence, non. Est-ce que c'est la même structure que la première ou est-ce que c'est la même structure que la deuxième ou est-ce que c'est Madame, différent? on a pas commencé. vraiment. Non, là, c'est différent. C'est-à-dire que là, on est parti du constat que le sol est mouillé et on en a déduit qu'il pleuvait. Voilà, voilà. On a commencé par la conséquence, madame. On a commencé, on a dit que la conséquence est vraie, on a affirmé que la conséquence est vraie et on déduit que la cause est. Mais c'est faux, madame. Voilà, ce raisonnement est faux. Tout C'est à fait. faux. Donc voilà la structure symbolique si P alors Q donc P. Et donc ça, c'est un raisonnement qui est faux. D'accord? Alors vous voyez que pour des petits exemples comme ça, on arrive à déceler le raisonnement faux du raisonnement correct. Mais dès que ça se complique, ça va pas être évident de le faire comme ça, à vue d'œil. Il faut avoir des outils. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir au niveau de la logique. Au niveau de la logique, on va vous donner des outils qui vont vous permettre de dire que tel raisonnement est correct et que tel raisonnement ne l'est pas. Alors ici, pourquoi? Enfin, on peut donner, par exemple, on peut dire que le sol est mouillé. Il aurait pu être mouillé pour une autre raison. Oui. C'est pas parce qu'il a plu. Pas forcément. C'est pas suffisant. C'est pas Qu'il suffisant. pleuve. Le sol peut être Oui. mouillé, peut-être parce qu'on a fait le ménage, on a versé un seau d'eau, d'accord? Donc, c'est pas la cause n'est pas forcément là. Donc, raisonnement incorrect, effectivement, c'est ce que vous avez dit. Et donc là, on a peut-être versé un seau d'eau sur le sol. Voilà. Maintenant, je vais passer à un autre type de raisonnement où on a plus d'éléments, plus riches. Hein. D'ailleurs, c'est des exemples très 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 anciens. Hein. Ils datent de 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour vous dire que la logique remonte à bien longtemps. Alors, c'est quoi ce raisonnement-là qui porte le nom de syllogisme? C'est un raisonnement hein, comme les autres. Dans ce type de raisonnement, ben, on prend un exemple classique très connu, donc, dans lequel on vous dit que tous les hommes sont mortels et Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Il y a, alors je ne sais pas si vous arrivez à détecter une différence avec les exemples précédents. On a deux hypothèses et on a une conclusion. C'est la même chose, on a deux hypothèses et une conclusion. Mais si on regarde par exemple au niveau des hypothèses, dans la première phrase, si vous essayez de modéliser de la même manière, vous allez perdre des informations, d'accord? Donc, si vous dites par exemple, je vais représenter la phrase tous les hommes sont mortels par un seul symbole, vous dites ça, tous les hommes sont mortels, je vais mettre P. Socrate est un homme, je vais mettre Q. Donc, vous n'allez pas mettre en évidence qu'il y a une relation entre le fait d'être homme et d'être mortel.
Là, on va passer à une autre logique, parce que dans dans les premiers exemples, on est dans une logique de base. C'est la logique de base, c'est la logique dite propositionnelle, au niveau proposition. Donc, on a des énoncés qui sont reliés par des connecteurs, le et, le ou, si, alors. Par contre, là, on va passer à un niveau supérieur. Donc, on a besoin de mettre en évidence une relation entre le fait, par exemple, d'être homme et le fait d'être mortel. Et pour faire ça, on a besoin d'outils beaucoup plus riches. D'ailleurs, la phrase pour mettre en évidence tous les hommes sont mortels, qu'il y a une relation entre le fait d'être homme et le fait d'être mortel, on va essayer de l'écrire un peu différemment. Donc, tous les hommes sont mortels, je vais l'écrire un peu différemment. Je vais dire que pour tout x, donc il y a un tout, donc le tout x, je vais dire que si x est un homme, alors x est mortel. Le fait d'être homme, on a comme conséquence que x égale c'est mortel. Vraiment, peut-être mortel. Et donc ça, c'est d'autres outils que je ne vais pas développer ici au niveau de l'introduction. Donc ça va être une autre logique qu'on appellera la logique des prédicats, parce qu'on va introduire des prédicats. Le fait que je dirais qu'un prédicat H qui va dire que X est un homme, et un autre prédicat M par exemple qui va dire que X est mortel. Donc là, on ne va pas vraiment aborder ça, mais on verra ça la prochaine fois. Donc là, je l'ai fait, mais je pense que je vais le sauter. Hein. Donc pour les gens curieux, ils vont le voir s'ils veulent le voir, mais je préfère ne pas l'aborder. Alors, donc, s'il faut retenir de tout ça, c'est que la logique va permettre d'étudier, va vous donner les méthodes et les principes qui vont vous permettre de voir quel est le raisonnement qui est correct de l'incorrect. Et on verra deux aspects de ça. Il y a l'aspect syntaxique, purement syntaxique, il y aura l'aspect purement sémantique, et on verra qu'il y a une relation étroite entre les deux. Donc, ce cours n'a pas pour objectif de nous apprendre à raisonner. C'est un cours d'initiation à la logique classique qui est la base des différentes logiques qui existent. C'est une logique de base. Ça, c'est une logique qu'on va voir, c'est une logique de base. Alors, donc, les logiques classiques reposent sur trois principes. Le premier principe, c'est le principe dit de bivalence. Bivalence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre phrase, votre expression, vous allez avoir deux valeurs de vérité, vrai et faux, c'est tout. Il n'y a pas une autre valeur, parce qu'il y a d'autres logiques, trois valeurs auxquelles on ne s'intéresse pas. Deuxième principe, c'est le principe dit tierce exclu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une proposition, elle est soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de troisième choix. Donc, si je prends une proposition, forcément, si elle est vraie, elle ne peut pas être fausse et inversement. D'accord? Et le dernier principe, c'est le principe de non-contradiction. Si vous prenez une proposition, elle ne peut pas être en même temps vraie, en même temps fausse. C'est des principes qui vous paraissent basiques, mais ils sont énoncés, hein, parce que c'est important de les mettre en avant. Alors, dans ce contexte-là, nous, on va voir deux logiques. La logique propositionnelle, donc qui permet de relier des propositions, des expressions en utilisant des connecteurs, négation, conjonction, disjonction. Et la logique des prédicats. La logique des prédicats, c'est une extension de la logique des propositions. Elle va permettre de définir des entités, des objets et de mettre en relation ces objets-là. Donc, par exemple, je vais dire que j'ai les objets hommes, les objets, peut-être dans mon énoncé, il y aura d'autres objets que je vais pouvoir manipuler. Et je vais mettre des relations, je vais définir des prédicats sur ces objets-là, comme le prédicat homme, le prédicat mortel, ainsi de suite, d'accord? Donc, vous allez pouvoir définir des fonctions, des propriétés sur les entités, des relations et pas mal de choses. Donc là, ça, on le verra bien sûr quand on abordera ce chapitre-là. Donc, il y a deux chapitres dans ce cours-là. Vous trouverez le programme au niveau de la plateforme. J'ai mis le programme avec les détails. Hein. Là, je ne vais pas donner les détails, mais vous trouverez les détails du programme au niveau de la plateforme. Alors maintenant, justement, au niveau de la logique, on a besoin de quelque chose on ne peut pas travailler avec le langage naturel. Donc, j'ai besoin d'une abstraction, donc un système formel où il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, donc, j'ai besoin de trois choses. J'ai besoin d'abord d'un langage symbolique ou d'un langage formel. Donc, ce langage-là, il va, en fin de compte, faire une abstraction du langage naturel ou mathématique avec une certaine syntaxe formelle définie sans ambiguïté. Dans cette syntaxe-là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté.
Donc, je manipule des symboles avec des choses bien claires, bien définies. Donc, on verra ça à travers déjà le chapitre, premier chapitre. Deuxième chose dont je vais avoir besoin, c'est la notion de modèle ou sémantique. Un modèle, il va pouvoir me dire comment je vais calculer la valeur de vérité de mes phrases, de mes expressions au niveau du langage. Comment je vais pouvoir la déterminer, cette valeur de vérité. Et troisièmement, un système de déduction. Un système de déduction, c'est un ensemble de règles, de façon générale. J'ai mis axiome, oublié axiome pour le moment, mais c'est un ensemble de règles qui va permettre de faire des preuves formelles syntaxiques, purement syntaxiques, c'est-à-dire sans regarder le sens. Je n'ai pas besoin de savoir que représente tel symbole. Indépendamment du sens, je vais pouvoir m'assurer que tel raisonnement est correct. Voilà. Donc, voici les trois éléments importants au niveau de la logique. D'ailleurs, le cours, il va être réparti de cette manière-là. Vous allez avoir le langage, mais l'ordre n'est pas le... Je n'ai pas gardé le même ordre pour le premier chapitre. Dans le premier chapitre, j'ai mis d'abord le langage, après on verra le système de déduction, après on verra la sémantique. Alors, il y a une notion pertinente, je préfère ne pas l'aborder maintenant. Je vais la laisser, la notion de complétude. Donc, je vais la laisser. L'application de la logique, la logique, elle a beaucoup d'applications. La première application, vous l'avez déjà vu, en électronique. C'est la simplification des circuits électroniques pour utiliser moins de composants. Les composants que vous utilisez, le AND, le OR, ils ont une assise, l'algèbre de Boole. Derrière, c'est la logique. Donc, on ne fait pas du raisonnement au niveau électronique, mais on fait des simplifications pour avoir des circuits électroniques moins coûteux, ainsi de suite. Mais on l'utilise aussi pour faire des preuves. Donc là, c'est un niveau un peu plus élevé. Donc pour vérifier que des programmes sont corrects. Donc là, il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là, c'est plus de travaux de recherche. Au niveau de la correction de programme, j'écris un programme et je voudrais savoir si dans mon programme est correct. Il y a des preuves mathématiques très avancées. Donc là, il faut savoir qu'il y a des résultats qui sont restés sans preuve pendant des années. C'est-à-dire c'est resté à l'étape de conjoncture. Une conjoncture, c'est un énoncé qui est un résultat qui est annoncé où tout le monde est convaincu que c'est correct, mais on n'est pas arrivé à faire des preuves. Et ces preuves-là, on a pu les faire avec l'évolution de la logique et bien sûr l'utilisation de l'outil informatique. Donc, que ce soit le théorème des 4 couleurs ou la conjecture de Kepler. Donc, les gens qui sont curieux, ils peuvent essayer de faire une petite recherche pour voir de quoi il s'agit. Pour le théorème des 4 couleurs, c'est le fait de pouvoir colorier une carte avec 4 couleurs sans qu'il y ait 2 zones adjacentes avec la même couleur. On l'utilise aussi en programmation logique. Donc, il faut savoir qu'il y a un langage de programmation qu'on appelle Prolog qui est basé sur la logique mathématique. Et donc, pour certains problèmes, il y a des problèmes pour lesquels raisonnement avec la programmation logique est beaucoup plus simple. Parce qu'au niveau de la programmation logique, on ne donne pas la solution. En quelque sorte, c'est déclaratif. On explicite le problème et puis il y a derrière un système de raisonnement qui va inférer et il va trouver la solution. C'est un peu différent de la programmation que vous connaissez. La programmation algorithmique que vous connaissez, c'est la programmation impérative et même la programmation que vous allez voir maintenant, c'est la programmation orientée-objet. C'est vraiment différent. Et bien sûr, vraiment maintenant, là où la logique elle a beaucoup de choses c'est au niveau de l'intelligence artificielle qui, ces dernières années, l'intelligence artificielle a connu un très grand boom. Donc là, on retrouve au niveau des aides au diagnostic, que ce soit médical, informatique, ou bien dans la simulation du comportement humain, robotique, jeux vidéo. Donc là, derrière, il y a toujours un aspect, un noyau de la logique, parce qu'il y a un raisonnement à faire et qu'il faudrait donc se baser sur la logique. Et pour terminer, tout ce qui est donc, sûreté de fonctionnement, donc quand on développe du matériel qui est très critique surtout, que ce soit au niveau de transport, que ce soit au niveau de systèmes médicaux, bien surtout nucléaire, parce que surtout au niveau nucléaire, il y a des sommes colossales qui sont mises en avant dans ce genre de projet. Donc avant de lancer quelque chose, il faudrait s'assurer que ça fonctionne très bien.
Et à la base, donc, il y a toujours cette logique-là. C'est pas la logique classique qu'on utilise, mais la logique classique, c'est la base. Il y a d'autres logiques qui sont rattachées qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, ce petit noyau, il faut le connaître si on veut par la suite développer ou connaître certaines choses. Voilà. Voilà ce qui concerne notre brève introduction. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, c'est une référence. Alors, je vous la donne, mais sincèrement, je vous dis, hein, pour les références, c'est pour les curieux peut-être. Parce que vous n'allez pas réellement trouver ce que vous voulez dans un ouvrage. C'est-à-dire que c'est un peu éparpillé, les notations sont un peu différentes, chacun comment il note. Donc, mais si vous arrivez à trouver un document, vous pouvez le feuilleter et regarder, mais les notations restent un peu différentes et c'est pas toujours, vous risquez de vous perdre. Donc, peut-être, moi je vous conseille de vous focaliser sur votre cours, vos TD, les examens qu'on a déjà donnés et c'est largement suffisant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, madame. Là. Ah, ok, très bien. Donc là, je vais passer à la suite. Donc maintenant, on va aborder la première logique, c'est la logique des propositions. D'accord? Alors, dans cette logique des propositions, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de ce chapitre, c'est déjà que vous allez comprendre, utiliser le langage de la logique des propositions. C'est ce qu'on va faire au niveau de ce premier chapitre. Après, dans un premier cours. Hein. Après, dans une seconde étape, vous allez pouvoir démontrer une proposition à partir d'un ensemble d'hypothèses. On va vous donner des hypothèses, par exemple. On vous dira, démontrez-moi cette proposition en utilisant ces hypothèses-là. Pour cela, bien sûr, donc, vous allez utiliser la méthode qu'on va vous enseigner. Ça s'appelle les déductions naturelles. Donc, il y a une méthode purement syntaxique. On va manipuler des symboles sans savoir que représente tel ou tel symbole. C'est une grande puissance de la logique. Comme troisième objectif, la troisième chose que vous allez apprendre, c'est d'analyser si un énoncé est vrai ou faux. Donc, en s'appuyant sur la sémantique, donc là, vous allez découvrir les tables de vérité. Enfin, vous n'allez pas les découvrir parce que vous les connaissez, les tables de vérité. Donc, on va voir les tables de vérité. Peut-être qu'on abordera, on verra certaines notions que vous n'avez pas vues au niveau de l'algèbre, parce que je pense que vous l'avez vu en algèbre. Et on verra certaines notions spécifiques à la logique au niveau concernant la sémantique. Et puis, le dernier point, justement, c'est on va faire le lien entre les méthodes de déduction syntaxique et la méthode sémantique. On va voir que finalement, ça donne la même chose. On peut passer de l'une à l'autre sans aucun problème. C'est-à-dire que ce qui est vrai syntaxiquement est vrai sémantiquement et inversement. Parce que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les logiques. Maintenant, il y a un sens qui est pertinent. J'aborderai ce problème-là lorsqu'on verra ce point-là. D'accord. Maintenant, il faut se focaliser sur la première partie, sur le langage. Donc voici le plan qu'on va... Oui? Oui? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la méthode sémantique? C'est-à-dire, elle est basée sur quoi? Sur les tables de J'ai bien compris vérité. le point. Les tables de vérité. Ah, d'accord. Les tables de vérité. Oh, les tables de vérité permettent, mais maintenant, on verra que si on utilise les tables de vérité telles quelles, c'est un peu problématique. Donc, on verra aussi une méthode qui permettra de vérifier un raisonnement. Enfin, mais la base, c'est les tables de vérité. Mais il n'y a pas que les tables de vérité, c'est-à-dire on va voir des notions liées à la logique. Hein. Il y a des notions qui vont apparaître qui sont liées à la logique. Je pense que vous n'avez pas vu au niveau de l'algèbre. L'algèbre, je pense que vous êtes limité juste aux tables de vérité. C'est bon? Donc le plan, c'est les points que j'ai abordés tout à l'heure. Donc après une brève introduction, où je vais introduire la notion de proposition. Dans une seconde étape, je présenterai donc le langage. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Normalement, la prochaine fois, si on termine aujourd'hui, ça va être le système déductif. Quatrième partie, c'est l'étude sémantique. Et la dernière partie, c'est la relation entre la syntaxe et la sémantique. C'est un gros morceau ce chapitre. Là, vous avez l'impression que c'est des points un peu différents, mais c'est un gros morceau quand même. Il y a des choses à dire.
Là où vous allez avoir un peu des choses où c'est le système déductif. Là, c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau pour vous. Donc, c'est un nouveau raisonnement, une nouvelle façon de faire. Donc, il faut vous accrocher, c'est pas sorcier, hein. À la fin, les étudiants arrivent à s'adapter, à comprendre et à faire les déductions le plus normalement du monde. C'est pas sorcier, il faut pas avoir peur. Donc, tout s'apprend, hein. Je vous dis que tout s'apprend. Donc, alors, donc, ce qu'on va commencer par faire, par voir c'est quoi la logique des propositions. Parce que j'ai pas mis le diapo. Alors, donc la logique des propositions permet de représenter des propositions d'une manière formelle à l'aide d'un langage qu'on va découvrir. Elle permet la déduction de nouvelles propositions à partir d'un ensemble de propositions en utilisant un système déductif et la vérification formelle de la véracité ou de la fausseté des propositions par l'utilisation des tables de vérité. Maintenant, c'est quoi une proposition? Une proposition, c'est tout simplement toute phrase, toute expression à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité, vrai ou faux. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des phrases auxquelles on ne peut pas associer une valeur de vérité. Ben oui, oui, il y a des phrases auxquelles vous avez des coupures. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a un Mortari qui dit On entend bien, madame. donc ça doit être vous, Mortari, vous avez un problème de connexion. Oui, c'est ça, madame, j'avais un problème de connexion. Oui, peut-être que vous avez un problème. Les autres disent qu'il n'y a pas de problème. J'aimerais que les autres participent aussi, hein. J'aimerais bien qu'il y ait, peut-être pour le moment c'est nouveau, donc faut pas hésiter. Alors, on va commencer par donner des phrases et vous allez me dire, par exemple, un triangle isocèle possède deux côtés égaux. Est-ce que cette phrase, je peux lui associer une valeur de vérité? Oui. Je peux dire que c'est vrai ou je peux dire que c'est faux. Oui, madame, on peut dire. Oui, C'est vous? c'est une proposition. Oui, donc on peut dire que c'est dans ce cas-là, quelle valeur elle a? C'est Ah, vrai. elle est vraie. Donc, Oui. isocèle, il a deux côtés égaux. J'ai oublié. Oui, oui. Oui, il a deux côtés. Donc la proposition est vraie. Maintenant, la Terre tourne autour de la Lune. C'est une proposition fausse. C'est faux. Proposition, sa valeur est fausse. Sa valeur est fausse. Fausse, fausse. Voilà. Donc, mais c'est une proposition. Peu importe. Même si on ne connaît pas la valeur, l'essentiel qu'on peut lui affecter une valeur. 2 plus 3 égale à 6. C'est une proposition aussi. C'est une expression. Donc, ce n'est pas une phrase, c'est une expression. On peut lui associer une valeur de vérité. Dans ce cas, c'est faux. Oui. Rangez vos affaires. Non. Non. C'est pas une proposition. Les C'est personnes, un ordre, madame. On peut pas Voilà, ça, c'est associer un une ordre. valeur. D'accord, on ne peut pas lui associer une valeur de vérité. Voilà. C'est un ordre. Quelle heure est-il? C'est C'est une une question. question. C'est une question. On peut pas lui Ça aussi, attribuer on une ne peut valeur. pas. On ne peut pas associer une valeur de vérité. Alors, ouais, ça, Imen al-Keb. Elle n'était pas. Qu'est-ce que vous voulez, Imen al-Keb? Elle veut demander d'annotation. Alors, qu'est-ce que vous voulez écrire? Alors, je termine. Vous m'avez bloqué, Imen al-Keb. Apparemment. Voilà. Alors, combien avez-vous acheté ce livre? Là aussi, c'est une question. Maintenant, il faut faire attention lorsque vous prenez vos propositions. Yes. Par exemple, est-ce que je peux prendre ici, je ne l'ai pas mis, mais est-ce que, par exemple, si je dis triangle isocèle, est-ce que c'est une proposition? non. Non, triangle isocèle, ce n'est pas une proposition. D'accord? C'est une affirmation, non? Voilà, oui, je dis triangle isocèle. J'annonce, je dis voilà, triangle. Donc, je ne peux pas associer une valeur. Donc, quand vous devez prendre des propositions, il faut que ce soit des phrases ou des expressions à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est. Madame, Oui. et si on a une question qui commence par est-ce qu'un triangle isocèle possède deux côtés égaux? Non. On peut répondre par vrai ou faux? Non. Toutes les questions à quatre. C'est une question. Il faudrait qu'elle.
C'est une question. Là, ça, il D'accord. ne faudrait pas qu'une autre personne réponde. C'est la question en elle-même Ah, qui d'accord, associe une valeur de vérité. ok. Donc maintenant, on va voir le langage. Une fois qu'on a vu c'est quoi une proposition, tout simplement, on va voir c'est quoi le langage. Alors dans le langage, il y a trois paliers à voir. Donc c'est vraiment pas difficile. Donc on va voir c'est quoi un alphabet, c'est quoi une formule, et puis on va utiliser ce langage-là pour ce qu'on appelle formalisation, pour passer des expressions. Comment on va utiliser ce langage avec des exemples tout simples, d'accord? On va essayer de voir avec des exemples. On appelle la formalisation ou la traduction. On parle de traduction et de formalisation. On va commencer par l'alphabet. Comme tout langage, donc le langage logique, il possède un alphabet. Alors, donc un langage formel, c'est quoi? C'est un ensemble de mots ou symboles. Cet ensemble est appelé alphabet. D'accord? Et des règles de combinaison de ces mots-là. Donc, c'est comme le langage naturel en quelque sorte. Vous avez l'alphabet. À partir de l'alphabet, on construit des mots. On a des mots, et à partir des mots, on a des phrases. Là, au niveau du langage formel, on a deux paliers. On a l'alphabet, qui sont les symboles, et à partir des symboles, on va construire des mots. D'accord? Donc, ça s'arrête là. On va construire des mots. À ces mots-là, on les appelle des formules. Alors, donc, on va donner des règles qui vont nous dire comment on va combiner les symboles de l'alphabet pour obtenir pour obtenir des propositions complexes et qu'on appelle formules. Donc là, on va donner ce qu'on appelle la grammaire, entre guillemets. Donc mais nous, on parlera plutôt de règles de combinaison des mots. Donc c'est la grammaire au niveau classique. D'accord? Donc il y a ces deux parties-là. Alors l'alphabet. Alors pour commencer, l'alphabet, le langage, je le note de cette manière-là. LP, vous voyez qu'il y a LP, d'abord, attendez. L'alphabet du langage, LP. Alors, P, généralement, on le met pour dire propositionnel. Alors, il y a deux symboles. On va tout de suite voir c'est quoi ce symbole-là. On va les voir. Et après, vous allez voir pourquoi on met ça. Alors, il y a trois classes de symboles dans l'alphabet. Dans l'alphabet de langage de la logique, il y a trois classes de symboles. La première classe, c'est les symboles de variables propositionnelles. Propositionnelles, les variables propositionnelles, c'est des propositions. C'est des propositions, mais c'est des propositions, je dirais, élémentaires, qu'on va choisir, qu'on nous donne. Soit qu'on choisit nous-mêmes, à partir d'un énoncé, soit qu'on nous a donné, elles ont été fixées pour modéliser un certain énoncé. D'accord? Alors nous, généralement, les symboles de variables propositionnelles, on va les désigner par les lettres latines, majuscules, éventuellement indicées. Pourquoi j'ai mis majuscule et j'ai là? Donc j'ai mis majuscule, mais j'ai pas pris majuscule. Enfin, ça peut être majuscule, minuscule, c'est pas important. P, Q, R, P1, P2, ainsi de suite. D'accord? Alors, elles représentent des propositions atomiques ou élémentaires. Pourquoi je dis atomiques? Parce que généralement, on essaye de prendre dans un énoncé. Par exemple, tout à l'heure, dans l'introduction, il y avait il pleut. S'il pleut, alors le sol est mouillé. On n'a pas pris toute la phrase comme étant une phrase élémentaire. On a décomposé. On a mis il pleut comme par symbole P. Le sol est mouillé, on l'a désigné par le symbole Q. Et après, on a vu qu'il y avait une relation, le si alors. Donc, on a écrit si P alors Q. Alors, donc le P, ça désigne une variable élémentaire. Le Q désigne une variable propositionnelle élémentaire. D'accord? Donc une variable propositionnelle représente une proposition atomique. Donc là, j'ai pris des exemples tels que 8 est un nombre pair. Je ne peux pas la décomposer, il n'y a pas autre chose qui permet de dire, voilà, à l'intérieur, finalement, c'est une proposition. Bien, je dis que Omar est inscrit en MI. Donc, ça dépendra de ce que je veux faire. Hein. Donc, on verra tout de suite, on prendra des exemples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça doit être une proposition. D'abord, il faut que ça soit une proposition. Par exemple, Omar est inscrit en MI. Je peux dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 8 est un nombre pair, je peux dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Mais on dit variable propositionnelle, un symbole de variable propositionnelle, dans le sens où pour moi, c'est ma première brique. C'est la première brique de mon langage pour
pouvoir avoir d'autres propositions beaucoup plus complexes. Deuxième type de symbole, c'est les connecteurs logiques. Hein. Rappelez-vous au niveau de l'introduction, j'arrive pas à suivre le chat au fur et à mesure, hein, parce que certains, non, il y a Hassas qui vient de Hassas. Parce que essayez d'intervenir sinon directement. Hein. Je préfère les interventions directes. Hein. Vous m'arrêtez si vous n'arrivez pas à suivre. Hein. Donc la première partie, c'est les symboles propositionnels. Maintenant, les connecteurs. Rappelez-vous, le si alors. Hein. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Donc là, il y a un connecteur si alors. Mais là, dans notre langage, on va pas prendre le si alors donc, comme connecteur dans un premier temps. On va l'introduire par la suite. On va considérer deux connecteurs simplement. Les deux connecteurs qu'on va considérer. Qu'est-ce qui se passe? Les deux connecteurs qu'on va considérer, donc les connecteurs, ce sont les symboles qui permettent de lier les propositions entre elles, je l'ai déjà dit. Il y a un premier connecteur, le connecteur unaire, le non logique, on l'appelle le non logique. C'est celui qu'on a mis au début, LP, hein, ce symbole-là, le symbole qui est là, c'est le symbole non. Donc vous voyez, il est noté un L inversé, c'est un L inversé. Appelé non logique. Il représente la négation. Donc, c'est unaire, ça veut dire d'arrêter 1. Donc, je peux écrire non P, non Q. Deuxième connecteur, c'est un connecteur binaire. Je pense que vous connaissez cette notation. Normalement, au niveau de... C'est le V inversé, on le note comme ça. C'est le V inversé. Appelé élogique ou conjonction. Donc, c'est pour ça qu'au niveau, du langage, on met LP. Non et, c'est pour dire quels sont les connecteurs qu'on a considérés dans ce langage. C'est les connecteurs de base. Et donc, ce connecteur binaire, il représente la conjonction. Donc, voici le deuxième type de symbole, les connecteurs ou les symboles logiques. On les appelle des connecteurs primitifs ou de base. Moi, je préfère connecteurs de base. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que par la suite, on va introduire d'autres connecteurs. Parce que pourquoi? Parce que ce n'est pas évident de travailler juste avec ces deux connecteurs-là. Et on doit formaliser. Pour faire du raisonnement, on peut travailler avec ces deux connecteurs-là. Dans un premier temps, on va utiliser que ces deux connecteurs-là. Mais pour la modélisation, pour la formalisation, on a besoin d'avoir d'autres connecteurs. Alors, dernière classe de symboles, c'est les symboles impropres. Les parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes. Voilà. Et ça se réduit à ça, ça se réduit vraiment à ça, il n'y a pas autre chose. Donc c'est un langage assez simple. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, madame. C'est bon. Alors, on va avancer maintenant. Oui? Pourquoi on a la conjonction et pas la disjonction? C'est un choix. C'est un choix. Par la suite, on va travailler avec d'autres langages où on prend d'autres connecteurs. Donc c'est un choix. Okay. On a choisi avec nos collègues de vous présenter les choses de cette manière-là. On prend d'abord le non et le et. D'accord? Après, on va introduire les autres connecteurs comme connecteur pas de base, connecteur d'abréviation, et on va travailler avec d'une certaine manière. Maintenant, ce qu'on va définir, c'est les formules. Comment, à partir de cette classe de symboles, comment je peux avoir d'autres expressions plus complexes et qui doivent être bien écrites. C'est comme un programme. Pour écrire un programme, vous devez connaître la syntaxe de votre programme. Comment en plus du raisonnement, comment résoudre votre algorithme à votre problème, comment résoudre votre problème, comment écrire votre algorithme. Mais pour le traduire dans un langage de programmation, vous devez connaître la syntaxe de votre langage de programmation. Là aussi, je dois connaître la syntaxe de mon langage, comment je vais pouvoir agencer donc tous ces symboles-là. Alors nous, on parle de formule ou bien expression bien formée. Hein. On parle de formule ou expression bien formée du langage. Alors, le langage, toujours, je suis dans le langage LP non et. Alors, il définit de manière récursive. Vous allez voir pourquoi on dit récursive. Dans un premier temps, on vous dit quelles sont les formules de base, les briques de base. Ben, les briques de base, c'est tout simplement les formules
Les formules atomiques, c'est tout simplement les variables propositionnelles. Toute variable propositionnelle de votre alphabet, ça va être une formule. C'est votre première brique. D'accord? Maintenant, pour pouvoir avoir d'autres formules plus complexes, on va utiliser tout simplement les connecteurs et les symboles impropres. Donc, si alpha et bêta sont des formules de LP non E, alors je peux faire la négation, je peux faire la conjonction, donc je vais avoir non alpha, alpha et bêta, et je peux mettre une formule entre parenthèses. Donc ça va me donner des formules. Alors vous voyez que la syntaxe, elle est très très simple. Alors les formules que j'obtiens, c'est des formules dites composées. Donc il faut distinguer entre les formules atomiques et les formules composées. Dans une formule composée, vous allez avoir des connecteurs, des parenthèses, ou bien que parenthèses ou connecteurs. D'accord? C'est bon? Oui. Alors, cette clause-là, la dernière, c'est pour vous dire, généralement, c'est pour des besoins de... Donc, c'est pour ça qu'on dit récursif, parce que j'ai défini les formules composées à partir des formules. Si alpha et bêta sont des formules, alors la négation d'une formule est une formule et la conjonction de deux formules est une formule. Et une formule entre parenthèses est aussi une formule. Donc, c'est là qu'on a la récursivité. Et pour dire que la récursivité s'arrête à un moment donné, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oh, tout de suite, là, je termine la définition. D'accord. Je pense que c'est soit le slide prochain, soit l'autre slide. Hein. On a des exemples. Oui. Alors là, le dernier point, il n'est pas très... C'est juste pour vous dire que, mis à part les deux premières règles, on ne peut pas utiliser autre chose. Rien d'autre n'est une formule. Mis à part une expression peut être une formule qu'en vérifiant les points 1 et 2. Donc, si vous utilisez autre chose, c'est sûr que vous n'allez pas obtenir une formule. Donc là, c'est pour des raisons de mathématiques, c'est pas... Alors, exemple, voilà. Alors, P, Q, R sont des formules. C'est les variables propositionnelles. Donc là, il y a rien de sorcier. Donc, si dans vous avez un problème, vous avez désigné certaines variables propositionnelles, et ben, c'est des formules. Maintenant, ce que je peux faire, je peux prendre la négation de P, non P. Je peux faire non P, la double négation. Je peux faire non P et non Q. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un et j'ai une négation. On va voir après, on va introduire quelque chose pour voir est-ce que la négation, elle porte sur le P ou elle porte sur le et. Est-ce que j'ai non P ou bien... Elle porte sur le P. Non, sur le P seulement. Sur le P seulement. Sur le P seulement, parce qu'il y a une histoire de priorité, d'accord? Je vais la définir après, l'histoire de priorité, d'accord? Mais là, maintenant, au niveau vraiment syntaxe, donc on n'aborde pas ce problème-là, parce qu'on ne va pas évaluer, on ne va pas regarder donc on n'a pas besoin. Donc c'est juste ce que je peux écrire. Là, j'ai fait il y a un slide qui manque. J'ai enlevé un slide qui a sauté, j'espère que... Parce que j'ai mis d'autres connecteurs, donc j'ai dû enlever un slide par erreur. J'ai introduit les abréviations, la flèche, le ou et la double flèche. Ouais. Parce que je voulais enlever des choses, j'ai dû enlever un slide. C'est pas grave. Donc là, vous voyez la flèche, c'est pour l'implication et le ou pour la disjonction. Donc j'ai dû faire sauter le slide alors qu'il ne fallait pas que je le saute. Je l'ai fait sauter, il n'est pas dans cette version-là. Je pense pas, je l'ai mis après. Non, il est mis après, je l'ai mis après. Donc, je l'ai mis après, c'est pas grave. Les changements de dernière minute. Désolée. Pas grave, on verra après. Alors, par contre, par exemple, si je prends P, non et Q. Donc ça, P, non et Q, ça peut pas être une formule, d'accord? C'est pas juste, madame. Voilà, ça c'est pas correct. Si je mets E, P ou Q, là aussi c'est pas juste, d'accord? Là aussi c'est pas correct. Le et c'est la conjonction de deux formules. Donc là, je ne peux pas. Là aussi, le et, ça doit être la conjonction de deux formules. Alors que là, j'ai P, non. Alors ça ne fonctionne pas. Donc ça, ce ne sont pas des... Pardon?
Ça veut dire quoi? C'est pas bien écrit. C'est pas une formule. Non, la flèche, la flèche. Ah, Ouais, je vais l'introduire juste après. Je vais l'introduire juste après. Donc, je l'ai. ouais, d'accord. Élevé, L'implication, madame. Pardon? C'est l'implication. C'est l'implication. Ouais, je vais l'introduire juste après. J'ai dû décaler le slide. D'accord. J'ai décalé le slide à la dernière minute. Alors, d'accord, madame. c'est bon? Oui. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, avant d'aller plus loin, c'est que, par exemple, quand j'ai donné la formule, j'ai utilisé les symboles alpha et bêta. Alpha, bêta, par exemple. Ça, c'est pas des symboles du langage. D'accord? C'est pas du symbole du langage de la logique. D'accord. C'est des symboles que j'ai utilisés pour donner un nom à des formules. J'ai dit, si j'ai une formule alpha, qui s'appelle alpha, C'est des formules. oui, c'est le nom en quelque sorte. C'est une formule qui s'appelle Voilà. alpha, auquel j'ai donné un nom. On appelle ça, donc c'est pas des symboles du langage. Les symboles du langage, c'est les symboles qu'on a définis au début. Hein, c'est les symboles qu'on a définis au début. C'est les 4 classes, voilà. Euh, Ah, merci. non, c'est ces 3 classes. Donc, c'est les variables propositionnelles, les connecteurs et les symboles impropres. Par contre, alpha et bêta, c'est pas des symboles du langage. On dit que c'est les symboles qu'on a utilisés pour expliquer notre langage. On les appelle des symboles du métalangage. Donc, c'est juste pour attirer votre attention que c'est pas des. Donc, ils désignent, un alpha bêta désigne les noms de formules. Ce sont des symboles du métalangage qui nous servent à décrire notre langage. Alors maintenant, on va voir les connecteurs. Hein. Donc, j'ai dit que tout à l'heure que dans la définition, on s'est limité à 2 connecteurs de base, le non et le et. Mais ces 2 connecteurs à eux seuls, pour faire formaliser, pour décrire des expressions, des énoncés, c'est pas suffisant. Donc, on introduit des connecteurs d'abréviation. Le premier connecteur que je définis, c'est le OU. Donc, il est noté comme un V. Il est appelé OU logique ou disjonction. Il se lit OU et représente la disjonction inclusive, qui est un peu différente du OU naturel. Généralement, dans le OU en langage naturel, le OU de façon générale. Des fois, il est inclusif, mais il peut être exclusif. D'accord. Mais au niveau de la logique, il est inclusif. Donc, alpha ou bêta, alors on donne une définition, parce que là, pour le moment, on est au niveau syntaxe, au niveau symbole. Donc, on donne une définition de alpha ou bêta en fonction de nos connecteurs de base. C'est la conversion de nos alpha et nos bêta. Alors, on peut lire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas avoir en même temps la négation de alpha et la négation de bêta. D'accord? D'accord. Il y a une négation, donc ça veut dire que non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir en même temps, parce que comme c'est un OU qui est inclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez alpha, soit vous avez bêta, soit vous avez les deux. Donc, on vous dit donc non alpha et non bêta, c'est qu'on ne peut pas avoir en même temps la négation de alpha et la négation de bêta. J'ai pas compris, madame. Quand vous dites que j'ai alpha ou bêta, par exemple, vous dites je prends le bus ou le train. Hein. Donc vous allez prendre le bus ou les trains. Là, ça veut dire que là, c'est pas inclusif. Hein. Là, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre les deux. Mais vous allez avoir au moins l'un des deux. C'est pas le bon exemple. Là. C'est pas le bon exemple. Je vais dire j'ai mangé une pomme ou une poire. J'ai mangé une pomme ou une poire. Donc là, je pourrais comprendre que vous avez mangé une pomme, vous avez mangé peut-être une poire, comme je pourrais le comprendre, vous avez mangé une poire et une pomme. Il est inclusif. Oui. Dans la définition qu'on donne, on donne une définition en disant que dans le OU, on ne peut pas, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir, je n'ai pas mangé une pomme et je n'ai pas mangé une pomme. J'ai dit j'ai mangé une pomme ou une poire. Donc c'est la négation, donc on ne peut pas avoir. Hein, il ne peut pas y avoir le non, la négation de alpha, en même temps la négation de bêta.
On ne peut pas avoir en même temps, je vais l'exprimer autrement, on ne peut pas avoir en même temps alpha faux et bêta faux. Si alpha et bêta est vrai, lorsque je dis alpha ou bêta est vrai, alpha ou bêta est vrai, on ne peut pas avoir en même temps alpha faux et bêta faux. Soit alpha est vrai, soit bêta est vrai, soit les deux sont avrais. On verra ça de manière plus détaillée lorsqu'on verra la sémantique. Donc là, on est vraiment au niveau syntaxique. J'ai essayé d'expliquer ça au niveau sémantique indirectement, mais c'est l'aspect syntaxique qu'on est en train d'aborder à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut retenir beaucoup plus, c'est cette définition, mais pour la retenir, c'est bien de comprendre un peu le sens derrière. Voilà, madame, la définition, j'ai pas compris. Alpha, alors je vais alpha ou bêta. Pour que alpha ou bêta soit vrai, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que alpha soit vrai ou bêta soit vrai. Ou les deux. Ou les deux. Voilà, ou les deux. Voilà. Donc ça, c'est Oui. maintenant dans notre définition. Donc on a soit alpha est vrai, soit bêta est vrai, soit les deux. Donc dans les trois cas, on ne peut pas avoir les deux à faux. Oui, c'est pas possible, oui. On a exclu le cas où les deux sont à faux. Oui, Et bien, on a pris ce cas-là. On a dit que finalement, lorsque alpha ou bêta est à vrai, on ne peut pas avoir les deux à faux. d'accord, d'accord. Parce que c'est plus simple d'exprimer un cas que d'exprimer les trois cas. La définition est plus simple à donner. Maintenant, la flèche. La flèche appelée implication. Alors, entre parenthèses, j'ai mis matériel parce que certains le disent, appellent matériel. Elle est un peu différente de l'implication naturelle. Hein. Il y a tout un débat derrière. Mais nous, on va Elle correspond généralement aussi alors. Alors, la flèche, alors je peux la lire implique ou simplement flèche. Moi, généralement, je la lis flèche. Et représente le si alors. Pas que le si alors, mais principalement le si alors. Alors, sa définition, c'est encore plus. Alors, alpha flèche bêta, sa définition, c'est quoi? Alors, on ne peut pas avoir, quand on a alpha flèche bêta, parce que ça veut dire quoi alpha flèche bêta? Si vous avez alpha, vous avez forcément bêta. D'accord? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la négation. Dans la négation, qu'est-ce qu'on enlève? Lorsqu'on a alpha, On veut pas et on avoir a non bêta, est-ce qu'on peut avoir alpha avec non bêta? Non. Non. Donc, on met un non. On a mis un non. On ne peut pas avoir en même temps alpha et la négation de bêta. Parce que du moment que si j'ai alpha flèche bêta, je dois avoir, au moment où j'ai le alpha, forcément, je dois avoir aussi le bêta. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. La double flèche, donc ce symbole-là, appelé bi-implication, mais j'utilise beaucoup plus double flèche, il représente si et seulement si. Si et seulement si. Madame, c'est une équivalence. Oui. Euh, Enfin, je ne parle pas d'équivalence parce que le terme équivalence, on va l'utiliser par ailleurs dans un autre contexte. Donc, on parle de connecteur, donc c'est pas l'équivalence, elle a notre entre guillemets, je dirais oui, mais je préfère ne pas utiliser le terme équivalence. D'accord. Donc, je préfère utiliser le terme double flèche ou bi-implication. Donc, c'est le si et seulement si. Et ça, je vais les définir avec la flèche. Donc, alpha double flèche bêta, c'est la conjonction de alpha flèche bêta et bêta flèche alpha. C'est pour ça qu'on parle de bi-implication. Bi-implication, ça veut dire que... Oui. Madame, il y a des exemples pour mieux comprendre. Ah, Des exemples. on va passer à la formalisation, vous allez voir. Là, regardez, ce qui est important à ce niveau-là, c'est pas de comprendre le sens. Parce qu'on n'est pas en train de... on ne veut pas focaliser sur le sens. Le sens, je me suis aventurée à vous donner le sens pour peut-être retenir la définition. D'accord? Pour retenir la définition. La flèche, ça correspond aussi alors. Mais pourquoi on est en train de faire ça? Pourquoi on est en train de donner ces définitions? Parce que dans le système déductif, quand on va définir le système déductif, on va travailler qu'avec les non et le et. Et donc, il faudrait que je donne une définition avec ces déconnecteurs, avec ces connecteurs-là.
D'accord. Et on verra par la suite, quand on va faire la sémantique, que ces deux expressions-là, ces deux formules-là qu'on est en train de définir, elles sont équivalentes. Elles ont le même sens. C'est syntaxique, mais elles ont le même sens. Alors, pour le moment, Madame, on voit rien. vous voyez rien. Oui. Si, madame. Si, Je si, vois. Problème عندك وكيلات. Alors, est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'il y a des... On voit normal. On va normalement. On voit normalement. Vous êtes à votre niveau, à votre connexion. Il y a un problème avec les connexions, vraiment. J'espère que l'enregistrement se fera correctement et vous pourrez revoir les... Alors, la priorité... Ah, ma batterie. Je vais changer. Alors, la priorité entre les connecteurs, donc là, vous avez déjà une idée. Donc, pour simplifier les formules, pour alléger les parenthèses, il y a une convention. Donc, par ordre croissant, on commence par les parenthèses. Les parenthèses sont les plus prioritaires. Les plus internes sont prioritaires par rapport aux plus externes. Donc, on va des plus internes aux plus externes. Après, vous avez le nom. Là aussi, comme c'est un connecteur monaire, donc il y a le plus interne d'abord. C'est lui qui est prioritaire. On l'applique d'abord le plus interne, après jusqu'au plus externe. Après, vous avez les connecteurs non et. Et là, on applique la priorité gauche à droite. Après, en dernier, on a la flèche et la double flèche de gauche à la droite. Ça, c'est une convention. Vous pouvez trouver une autre convention dans d'autres documents. Hein. C'est une convention. Donc, peut-être si vous prenez un document, il y a de légères modifications. C'est pas... Alors, remarque, on peut toujours éliminer les parenthèses externes d'une formule. Donc, lorsque vous avez une formule avec des parenthèses externes, vous pouvez toujours les enlever. Elles n'ont aucun rôle supplémentaire. On va voir cette histoire de priorité. Alors là, par exemple, est-ce que je peux enlever les parenthèses de P et Q? Oui. Oui, on peut. Oui, madame. Parce que le et est prioritaire sur la flèche. D'accord? Donc, je peux enlever. Ça, c'est très important. Hein. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Parce que par la suite, c'est primordial pour faire la suite. Donc là, on peut supprimer les parenthèses puisque le connecteur E est prioritaire sur le connecteur flèche. Donc, je vais obtenir ça. Maintenant, ici, est-ce que je peux enlever les parenthèses de la flèche? Non. 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 Parce que la flèche n'étant pas prioritaire, donc je ne peux pas. Parce que si je les enlève, qu'est-ce qui va se passer? Le ou va prendre la priorité. Voilà, le ou va prendre la priorité. Donc, il va voler la priorité et donc, On on va ne va pas faire la même formule. Donc là, il ne faut pas supprimer les parenthèses. On ne doit pas supprimer les parenthèses car le connecteur flèche est moins prioritaire que le connecteur ou. Là, est-ce qu'on peut enlever certaines parenthèses? Oui, P ou Q. Oui, On- voilà, La les première parenthèses. proposition. La première partie, maintenant la deuxième, on ne peut pas. On peut pas parce On que peut. le nom est plus prioritaire Voilà, le nom que est prioritaire. Le le nom porte sur. Tout à fait. Donc, voilà, donc on va supprimer les parenthèses là sur la formule P ou Q, car le OU est prioritaire sur le connecteur double flèche, donc il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas supprimer celui de P et T, puisque le nom est prioritaire. Voilà. Donc la formule simplifiée, c'est celle-là. Donc là, vous aurez dans la première série des exercices sur ça, parce qu'il faut vraiment maîtriser cette partie-là. Parce que lorsqu'on va faire ça, généralement, ça peut être une étape d'un traitement que vous allez faire. Et si vous ratez la première étape, la suite serait faussée. Voilà. Maintenant, on va prendre des exemples de formalisation. Peut-être là, ça va un peu être beaucoup plus clair. Donc là, je pars avec, déjà, je vous donne les variables propositionnelles. Hein. Donc là, je vous donne les variables propositionnelles. Donc j'ai choisi 3 variables propositionnelles. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique. Le Nil traverse l'Égypte et le Nil traverse le Soudan. Donc voici mes 3 propositions. Je vais les représenter par, alors généralement pour les propositions, on les symbolise par
on choisit des variables mnémoniques qui ont un sens. Par exemple, là, j'ai pris L parce que c'est lent, pour dire que le Nil est le plus long fleuve. E, pour dire que le Nil traverse l'Égypte, par rapport à Égypte. Pour me rappeler, pour que quand je lis la formule, j'arrive à faire la liaison. Et S, c'est pour dire que le Nil traverse le Soudan. Au lieu de prendre P, Q, R, j'aurais pu prendre la première, je la note P, la deuxième, je la note Q, et la troisième, je la note R. Donc, quand je vais formaliser, j'aurai du mal à lire la formule P et Q flèche R. Alors, par contre, là, avec grand L, je sais que c'est par rapport à l'an, E, c'est par rapport à le Nil traverse l'Égypte, et S par rapport au Nil traverse le Soudan. Alors, selon la première règle, rappelez-vous de la première règle permettant de construire des formules. On peut avoir la négation d'une formule. Alors, d'abord, ce qu'il faudrait dire, que toute variable propositionnelle est une formule. Hein, toute variable propositionnelle est une formule. Donc, L est une formule, E est une formule et S est une formule. C'est des formules atomiques. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Une fois que j'ai mes formules atomiques, je peux, la première règle, je peux appliquer la négation. Je peux appliquer la négation sur les formules atomiques. D'accord? Donc là, je dis que L et E et S sont des formules, plus précisément des formules atomiques. Maintenant, en utilisant les connecteurs de négation, par exemple, sur nom L. Nom L va correspondre à quoi, par exemple, si je prends nom L? Le Nil, Le c'est Nil pas n'est pas le plus long fleuve de l'Afrique. Voilà, ça introduit une négation tout simplement au niveau de votre phrase. J'avais le Nil est le plus long fleuve d'Afrique, je vais avoir le Nil n'est pas le plus long fleuve d'Afrique. Non L, c'est une formule composée. D'accord? Non L est une formule composée. Il y a un connecteur. Du moment qu'il y a un connecteur, c'est une formule composée. Donc la formule non L représente le Nil n'est pas le plus long fleuve d'Afrique. Donc on va utiliser d'autres connecteurs. Donc on peut avoir L et E par exemple. E et non S. Là j'ai mis des parenthèses, mais ça c'est les parenthèses externes, on peut les enlever. Hein. C'est les plus externes, on peut les enlever sans problème. Là j'ai mis non E et non S, non L flèche non S, etc. Alors on va regarder à quoi correspond L et E. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et il traverse l'Égypte. Voilà, il y a une conjonction. Donc le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et ça c'est connecteur, c'est la conjonction. Donc j'ai une conjonction entre deux variables propositionnelles. Donc au niveau langage naturel, quand je vais traduire ça en langage naturel, ben, ça va être le et tout simplement. Donc représente le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et donc je retrouve la conjonction du langage naturel et traverse l'Égypte. Maintenant, la deuxième, E et non S. Le Nil traverse l'Égypte et il ne traverse pas le Soudan. Le Nil ne traverse pas le Soudan. Alors, on peut le dire comme ça, mais si on veut le dire plus simplement, comment vous allez dire? Alors, qui peut me proposer une formulation? Le Nil traverse l'Égypte et non pas le Soudan. Le Nil traverse l'Égypte. Le Nil traverse l'Égypte, oui? Le Nil ne traverse que l'Égypte. Non, non, on ne dit pas ça ici. Le Nil traverse l'Égypte et non pas le Soudan. Et non pas le Soudan, oui. Je préfère encore ça, ça c'est mieux. Mais on ne peut pas dire le Nil ne traverse que l'Égypte. Parce que là, on parle de l'Égypte et du Soudan, mais parce qu'il ne faut pas traduire vos connaissances. On traduit un énoncé, une formule. Là, j'ai traduit cette formule-là. Cette formule-là ne dit rien pour les autres pays. Oui. D'accord? Donc, je ne peux pas dire qu'elle ne traverse que l'Égypte. Voilà. Donc, le Nil traverse l'Égypte, mais pas le Soudan. Mais, il y a le mais. Le mais, il va permettre d'introduire une négation. Le mais, donc, lorsque vous avez un et avec suivi d'une négation, un et suivi d'une négation, donc là, vous utilisez un mais avec une négation. Donc, mais pas le Soudan. D'accord? Alors, non E et non S. Comment vous Le allez... Nil ne traverse ni l'Égypte ni le Soudan. Voilà, tout simplement. Donc, il y a non E et non S, c'est ni. Donc, le Nil ne traverse ni l'Égypte, ni le Soudan. D'accord? Alors, on va terminer avec la dernière. La formule non L flèche non S. Donc là, vous avez la flèche. Donc, il ne traverse pas le Soudan. Je ne vous ai pas entendu au début, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter.
Oui, le Nil est le plus long fleuve. Il ne traverse pas le Soudan. Il y a un problème, je vous entends pas. Je crois que j'ai compris ce que vous avez dit. Si le Nil ne traverse pas le... non, Si le Nil n'est pas il le plus long, n'est pas le euh, plus grand fleuve d'Afrique, alors il ne Alors, il ne traverse pas le traverse pas. Soudan. Voilà. Il y a une négation dans la partie avant la flèche et il y a une négation dans la partie après la flèche. Donc, si le Nil n'est pas le plus long fleuve d'Afrique, donc ça c'est la cause de la flèche, alors il ne traverse pas le Soudan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Madame, Oui? vous avez dit dans la définition qu'on a défini les formules d'une façon récursive. Mais vous n'avez pas dit la raison pour laquelle je n'ai pas compris. Non, ça c'est Pourquoi on a défini la définition qui est récursive. C'est la définition. Je reviens à la définition. Je reviens à la définition. C'est la définition, c'est pas. Hum, Je reviens à la définition. C'est la définition en elle-même, c'est pas le. Pourquoi elle est récursive? C'est ici. Parce que je définis les formules composées, hein, je définis mes formules à partir d'autres formules. Je dis si alpha et bêta sont des formules, alors, hein, moi alpha est une formule, alpha et bêta est une formule, et alpha entre parenthèses sont des. C'est pour ça qu'on parle de récursivité. C'est dans la définition elle-même. Par exemple, regardez, hein, je vais essayer de. Est-ce que je peux annoter annotation? Je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'annoter, par exemple, une annotation. Alors, par exemple, j'ai P, la couleur, je vais choisir notre couleur. Alors, c'est rouge, comme ça. Par exemple, je dis P, alors malheureusement, pour les symboles, ça va poser problème. Alors, est-ce que je peux insérer d'autres symboles? Je ne sais pas si je peux. Je peux pas, je crois. Non, je ne peux pas. Alors, je vais mettre E comme ça, hein, parce que je ne peux pas. J'ai le chapeau, est-ce que je peux faire ça? Non. Donc, je vais mettre E, P et Q, par exemple. P et Q. Ça, c'est une formule, d'accord? Maintenant, je vais définir une autre formule. Par exemple, P, mettre au Q. Donc, ça, c'est une autre formule. Pour éviter d'utiliser le ou, je vais utiliser le non. Par exemple, non P. C'est une formule. Donc, je viens d'avoir deux formules. Ben, ces deux formules, je peux les composer pour avoir une autre formule. Je peux faire, par exemple, P et Q et non P. Dans la définition, il y a la récursivité. Si alpha et bêta sont des formules, alors vous pouvez prendre la négation, vous pouvez prendre la conjonction et vous pouvez la mettre entre parenthèses, ça va être encore une formule. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est récursif. Ce n'est pas dans la formule elle-même. La récursivité, elle est dans la définition de la formule, des formules. D'accord? D'accord, oui. C'est plus clair? C'est clair, oui. D'accord. On revient donc à notre exemple. Voilà. Donc, alors. Bon, moi, je comprends. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais prendre un exemple qui n'est pas compliqué, un énoncé. Formalisation. Donc, si le train arrive en retard, il n'y a pas de taxi à la gare, alors l'invité arrive en retard. On veut formaliser cet énoncé. La première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord déceler les variables propositionnelles, les propositions élémentaires. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre par exemple ici comme proposition élémentaire?
Donc il y a le train qui arrive en retard, Ouais. le manque de Il n'y taxi, a pas il n'y a pas de taxi, et à la puis gare. Vous allez à prendre, la il n'y a gare. pas de taxi à la gare. Oui. Oui. Pour vous, ça va être Oui, une proposition élémentaire. Ou là, le train Non, arrive ou Ouais. en retard وحدها. Non, كيف non. le train arrive Il y a, ولا وحدها. madame, il y a de taxis à la gare. Parce que il n'y a pas Je reviens sur le la problème location. qu'elle a soulevé maintenant. Elle a dit le train arrive comme variable propositionnelle et en retard à part. Non, parce que si vous dites en retard, c'est pas une proposition. D'accord? Donc c'était Ah oui, ما عندهاش une valeur. Ok. Madame, voilà. Oui. Maintenant, madame, là où je vous ai arrêté, c'est par rapport à il n'y a pas de taxi à la gare. Est-ce que je vais prendre Il y a, il n'y a pas de taxi à la il y a gare des comme taxis. variable propositionnelle ou Madame, bien c'est je vais enlever la Il y négation. a, Il y a des taxis à la gare. madame, Ah, il y a des taxis à la gare, pardon, oui. De préférence, voilà, on va prendre il y a des taxis à la gare. Parce que si on prend il n'y a pas de taxi à la gare, c'est pas très faux, c'est pas faux en soi-même. Et la négation n'apparaîtra pas. Vous allez cacher, c'est une abstraction, vous allez cacher la négation. Elle ne va pas être D'accord. visible. Et des fois, on a besoin que ça apparaisse. D'accord. madame, Oui. on peut prendre une proposition, le train arrive à l'heure, et faire la négation. Généralement, هذا مش vaut mieux كانت rester proche de l'énoncé. Hein. Vaut mieux rester proche de l'énoncé. Vaut mieux les extraire de l'énoncé. Si on prend une proposition, le train arrive à l'heure, sa négation, c'est le train n'arrive pas à l'heure. Mais je vous dis, c'est pas faux, mais vaut mieux prendre. Hein, d'ailleurs, c'est ce que c'est comme il faut choisir à partir de l'énoncé. Hein. Il faut choisir le verbe à partir de l'énoncé. Vaut mieux extraire vos variables propositionnelles de l'énoncé. C'est plus facile, même pour quelqu'un d'autre, lorsqu'il va lire ce que vous avez fait, il va pas se perdre. Il n'aura pas du mal à faire la liaison entre arriver à l'heure et arriver en retard. Oui, madame. D'accord? Oui. Donc ça, c'est vraiment c'est un conseil qu'il faut essayer de respecter. Hein. Donc, maintenant, une fois qu'on a décelé les variables propositionnelles, la deuxième chose à voir, c'est de voir les connecteurs qu'il y a. Hein. Donc, il faut voir les connecteurs que vous avez dans votre Il y a une texte. troisième proposition. Oui, il y a une L'invité troisième. arrive en retard. Bien sûr, oui. Oui. Mais je voulais, c'est surtout le débat, c'était par rapport à première, surtout la négation, est-ce que je la mets à l'intérieur ou je la fais sortir? Donc le contexte, il faut la faire sortir. Donc ici, une variable propositionnelle correspond généralement, puisqu'ici c'est des phrases en langage naturel, donc ça va correspondre à une phrase verbale, c'est-à-dire une phrase dans laquelle vous avez un verbe. Et il faudrait que cette phrase-là, on peut lui associer une valeur de vérité. Par exemple, D'accord. je ne peux pas prendre comme variable propositionnelle le train. Je ne vais pas dire le train. Extra, c'est pas, ça peut pas être vrai ou faux. Oui. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, en retard. En retard, tout seul comme ça, c'est quoi en retard? Qu'est-ce qu'il y a en retard? On va se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a en retard? D'accord. D'accord. Il faudrait que ça soit une phrase qui comporte. Il faudrait que le verbe apparaît. Et il faudrait que cette phrase-là, parce qu'on a vu qu'il y avait des phrases avec verbe mais auxquelles on ne peut pas associer des valeurs de vérité, et les ordres ainsi de suite. Hein. Donc les questions et tout. Donc il ne faudrait pas. Deuxième chose, donc j'avais dit qu'il faut déceler les connecteurs. Donc il y a combien de connecteurs? Donc le si alors et à la négation. Il y a 3. aussi à l'heure, il y a la négation, et le troisième, Et là, oui, et le et. et le et. Voilà. Donc on vous dit donc puis déceler les symboles liaisons. La négation, la conjonction, la disjonction. Alors ça, bien sûr, des fois c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des nuances dans la formulation et tout. Donc des fois, par exemple, dans un énoncé, qu'est-ce qu'on fait? On élimine la négation, on modélise et après on introduit la négation. Vous allez avoir des phrases où il est plus facile d'abord d'enlever la négation lorsque la négation porte sur tout l'énoncé. Vous D'accord. modélisez et après, vous allez introduire la négation sur tout ce que vous avez fait. Donc ça, vous allez le voir sur des petits exemples. Enfin, le but de ce cours-là, c'est pas de vous apprendre à formaliser. C'est pas vraiment le but. Hein. D'ailleurs, dans les premiers cours, on ne faisait pas ce genre de choses. Mais c'est pour pouvoir approcher, que l'étudiant sente un peu
le besoin de ce genre de choses. Alors, donc si on fait ça, donc on va considérer nos trois variables propositionnelles. Alors, je choisis toujours des variables, des noms de variables mnémoniques qui ont un sens. Hein. Donc ici, si le train arrive en retard, je peux prendre T, je peux prendre R. TGR. J'ai pris R pour retard. Pour il y a taxi à la gare, je crois que j'ai pris T. Et l'invité arrive en retard, là je ne pouvais pas prendre R parce qu'on a déjà pris R. G. La gare. Non, il n'y a pas de gare. Parce que la gare, c'est pour. Il y a des taxis. Il y a des taxis à la gare. Donc l'invité Oui. arrive en retard, je pense que j'ai pris arrive pour A pour arrive. J'aurais pu prendre I, j'aurais pu prendre I. Peut-être I, ça aurait été mieux. L'essentiel que ça soit par rapport à l'énoncé. Hein. Donc, on voit qu'il y a une relation. Et donc là, la formule va être vraiment toute simple. Alors, tu peux me proposer la formule? Donc, flèche R, V à l'envers, non, Le V à l'envers, T. c'est le E. Donc, il faut dire E. Et oui, voilà. Donc, et non T. Qu'est-ce qu'on fait donc, arrive. Flash. R Flash. et non T implique A. Hein? R et non T implique A. Voilà, c'est ça. Donc, R et non T. R c'est cette partie-là. R et non T. Donc, R et non T. Donc, ça, c'est le. مدام Oui. واحد يقرا معنا خرج جرحت له لا كونيكسيون قال لك اكسبتيه. Je n'ai pas accepté. Ah, parce que j'ai pas reçu sa demande. Attends, je vais. D'habitude, ça apparaît là. C'est qui? Parce que normalement, c'est automatique, vous rentrez. Donc, j'ai pas. Vous êtes rentrés tous du moment que vous avez le. Oui, il n'y a pas de condition, madame. Il n'y a pas de condition. J'ai pas mis de Ça condition. m'est arrivé moi aussi, j'ai rentré non. Je voulais pas mettre de conditions, surtout pas la première séance. Donc, par la suite, lorsque vous allez, si je vois qu'il y a des problèmes, je vais mettre des conditions. Mais là, je voulais pas mettre de conditions le premier jour. D'accord, madame, merci. D'accord, vous me dites qu'il n'y a pas de condition. Attendez, je vais voir accorder, donner le. Non, ça c'est pour donner le rendement. Il n'y a pas, non. Parce que j'ai l'habitude, quand je travaille, quand je mets des. J'accepte. Ça apparaît, le message sort. Là, il n'y a aucun message. Non. Pas grave. Je voulais utiliser un truc. J'avais l'habitude d'utiliser. Non. Marqué. Pas grave, je vais voir après. En tous les cas, c'est ce que vous avez proposé, effectivement. Donc, si le train arrive en retard, donc là, on met en évidence les connecteurs, le si alors, donc je l'ai mis en rouge. Le et, je l'ai mis en vert. Et la négation, il n'y a pas, donc je l'ai mis en bleu. Donc, ce qui va donner directement la formule R est non T, flèche A. Voilà. Voilà, avec ça, je pense que j'ai clôturé, voilà, j'ai clôturé cette partie-là sur le langage de logique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Les parenthèses, c'est pas nécessaire, non. Pardon? Les parenthèses sont pas nécessaires, tout à fait. Mais moi, dans un premier temps, je préférais les mettre. D'ailleurs, dans un premier temps, peut-être vaut mieux les mettre, comme ça. Elles sont pas nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, avec ça, on pourra. La question, si A était l'invité arrivé. Ah non, j'ai pas compris. Non, là, on fait pas du raisonnement. Hein. Là, on a pris juste. D'ailleurs, là, avec ça, on peut pas faire du raisonnement. Avec une seule. Donc, c'est une seule phrase qu'on a modélisée. D'accord? Donc, il faudrait que j'ai un autre fait, une autre proposition pour pouvoir faire du raisonnement.
Donc là, si j'ai ça, alors j'ai ça. Si ces deux conditions, si cette condition est vérifiée, j'aurai forcément A. Donc forcément A. Il n'y a pas de question. Madame, Oui. on fera 2 séances ou bien une seule? Déjà, le groupe d'aujourd'hui, normalement, parce que comme son TD était avant le cours, donc on ne pouvait pas faire le TD. Sincèrement, je ne sais pas. L'administration ne nous a pas imposé, mais normalement, il y a un emploi du temps. Donc, peut-être que moi, je serais tentée de faire 2 séances pour que vous soyez plus à l'aise. Parce que lorsque vous êtes nombreux, certains peut-être n'oseront pas parler. Moi, j'aimerais bien que les étudiants interviennent. Alors, pour le groupe d'aujourd'hui, je leur demanderai par contre d'assister avec les 2 autres groupes cette semaine. Peut-être même la semaine prochaine, donc ça va être en présentiel et on ne sait pas encore comment ça va être organisé. Mais est-ce que ça a été écrit, madame? Est-ce qu'il y a eu une décision sur papier? Parce que c'est officiel. Non, là, c'était dans là, je vais arrêter l'enregistrement parce que il n'y a pas de questions sur le cours. J'arrête l'enregistrement et on discute. C'est bon? Oui. Oui. Enregistrement.